Bienvenue sur Aventure Humaine. Nous sommes Laura Lepers et Gaël Aymar, entrepreneurs humanistes et cofondateurs de Podcast Mania, studio de production et créateurs de la formation À vous les studios. Notre mission, diffuser des ondes positives. Avec Aventure Humaine, nous souhaitons donner la parole aux aventuriers et aventurières de la vie que nous rencontrons sur notre parcours d'entrepreneur. Quel que soit leur métier, restaurateurs, explorateurs, doula, architectes, avocats et tant d'autres, ces aventuriers ont tous des points communs. Ils mettent du sens dans leur démarche et leurs projets de vie. Entreprennent ou intraprennent naturellement et avec conviction. Ils évoluent grâce à un entourage de qualité et partagent des valeurs humaines et environnementales fortes. Comme le disait si bien Gandhi, le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Notre mission à la fin de chaque épisode est de t'inspirer, te montrer que tout est vraiment possible, surtout quand on est aligné et bien entouré. Si le podcast d'Aventure Humaine t'est utile et t'inspire, l'occasion de le soutenir et d'en parler sur tes réseaux sociaux. On se fera un plaisir de partager tes précieux retours. Enfin, tu peux aussi le noter 5 étoiles, le commenter sur Apple Podcast ou sur notre site internet aventurehumaine.fr. Bonne écoute et surtout prends un max de plaisir avec cette nouvelle conversation. Bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, je suis super heureuse de vous retrouver, cette fois-ci pour vous présenter une nouvelle aventurière qui passe sur Aventure Humaine. C'est en plus une personne qui m'est particulièrement chère, que je suis vraiment ravie de vous la présenter. Et pour tout vous dire, je vous demande toute votre bienveillance parce que c'est un challenge pour elle aussi, qui accepte pour la première fois de passer sur un podcast, de parler de son activité. Et je sais que c'est autant un moment challengeant, émouvant pour toutes les deux parce qu'on se connaît très bien. Et voilà, je vous demanderai vraiment toute votre bienveillance et puis plein de belles ondes à lui envoyer. Puis en plus, c'est une super nana, c'est une super créatrice. Salut Oriane. Salut Laura. Voilà, l'émotion est déjà palpable. Oriane, déjà avant de commencer, est-ce que tu vas bien aujourd'hui ? Oui, très bien. Ouais. Merci. En plus, il a fait super beau. On est à Saint-Malo toutes les deux. Voilà, le soleil brille, la mer est haute. Ouais, et la mer est haute. Oriane, je voudrais volontairement ne pas te présenter moi-même. Je préfère que tu le fasses avec tes propres mots. Est-ce que Oriane, tu pourrais nous dire déjà quelle femme tu es et quelle activité aujourd'hui tu exerces ? Tu veux que je te présente mon caractère ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie ? Dis-nous tout ce qui te passe surtout, mais sans filtre et surtout avec ton cœur. Alors, je suis créatrice, bijoutière. Ouais. J'ai lancé ma marque de bijoux il y a 4 ans maintenant, déjà. C'est une marque particulière pour moi parce que c'est vraiment une histoire de vie, en fait. Je travaillais dans un autre milieu avant. J'ai passé 10 ans à travailler dans la culture. J'ai une formation classique et pas classique en même temps. J'ai fait des études littéraires et artistiques. Et je suis partie dans un schéma assez rationnel, histoire de l'art, de fac, de concours du patrimoine, à travailler dans les musées. Et je crois qu'au fur et à mesure de notre avancée dans la vie et du fait de se connaître soi et du travail sur soi, on se rend compte qu'on n'est pas forcément aligné toujours sur les premiers choix de vie qu'on a pu faire. Et j'ai décidé de changer de vie. Et j'avais besoin de liberté. Je crois que le schéma du fonctionnaire ne me convenait pas vraiment, ni à ma personnalité, ni à mon caractère. J'avais besoin de liberté, vraiment, et j'avais envie de travailler avec mes mains. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer ma marque. Et je crois qu'aujourd'hui, cette marque, elle correspond vraiment à ma personnalité qui est double, quoi. Dualité de ma personnalité, finalement, sur le côté artiste et à la fois
très rationnel, sur le côté les pieds sur terre et la tête dans les nuages, sur mon côté très cartésien et en même temps très spirituel et de plus en plus. C'est ce qui fait que ça fonctionne aussi aujourd'hui. Je pense que c'est difficile pour beaucoup d'artistes de se lancer parce que il leur manque en fait ce côté rationnel. Et je pense que c'est le parfait équilibre. C'est cool. Il y a plein de matières et tous les axes ont quasiment été abordés. C'est trop bien. Pour permettre aux auditeurs et aux auditrices de vraiment mieux te connaître et surtout de mieux comprendre ton activité aujourd'hui. Donc, tu es créatrice de bijoux. Oui. Ta marque s'appelle Ciliac. Ok, Ciliac. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous raconter d'où vient ce terme, d'où vient ce nom, comment tu l'as trouvé et raconte-nous l'histoire de Ciliac. Alors, je voulais travailler le bijou. Je voulais pour plusieurs raisons, donc on pourra y revenir plus tard. J'ai regardé un peu à ce moment-là les marques qui existaient dans l'esprit que je faisais, en tout cas dans le travail du laiton, du plaqué, voilà. Et la plupart des marques, on va dire, je pense bien 95%, les créatrices utilisent leur nom. Et chose qui était vraiment trop compliquée pour moi à imaginer, avoir mon nom inscrit sur une boutique, sur un packaging. Je voulais quelque chose d'indépendant. Toujours, l'indépendance pour moi est vraiment importante. Et donc quelque chose qui représente ce que je dessinais, ce à quoi je pensais. Et j'ai 2 périodes vraiment importantes pour moi dans mes inspirations. C'est l'Antiquité et le début du XXe siècle. Et donc j'ai pris 2 inspirations en fait dans ces 2 périodes. Donc il y a un alphabet antique qui s'appelle syriaque. Et au début du XXe, il y a un peintre qui s'appelle Paul Signac, qui est précurseur de Matisse, Picasso notamment. Et en fait, j'ai mixé ces deux mots. Je voulais quelque chose de simple, de facile à retenir, d'élégant, de pas trop féminin, qui contiennent ces 2 inspirations. Et je crois que voilà, je l'ai trouvé. Il y a quelque chose de très souple et de très rond en fait dans le L. Voilà, c'est ça. Je voulais apporter de la douceur. Quand on entend le mot syriaque, c'était très dur. Ouais. Signac aussi. Et le L apportait beaucoup de douceur, en fait, apportait cette féminité. Je l'ai écrit. Et après, esthétiquement, je sais pas, il manquait quelque chose. Il y avait, au niveau de la sonorité, j'avais le mot, mais au niveau de l'écrit, il manquait quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai rajouté ce petit accent qu'on voit sur le A à l'horizontale, qui n'a aucune signification, en fait, qui est juste le parfait équilibre pour moi. Et après, je me suis empressée de voir si c'était déjà pris, s'il n'avait pas été déjà déposé, puisque c'est ça la complexité. Il était libre pour moi, donc voilà, c'était un signe. Tout était ouvert. Voilà. Tu parlais tout à l'heure d'avoir osé, en tout cas d'avoir décidé de changer de vie. Avant de créer Ciliac, qu'est-ce que tu faisais ? Alors, je travaillais dans les musées, donc j'avais un poste de conservatrice adjointe dans les musées. Donc, suivant les métiers où on l'exerce, il peut être très différent. Dans un musée un peu plus grand, j'étais sur le poste de régisseur d'œuvres d'art. Dans une ville un peu plus petite, j'avais le poste d'adjointe au conservateur, en fait, qui est très large puisqu'on est à la fois sur l'administratif, sur la gestion de l'établissement et sur le montage des expositions permanentes et temporaires en France et à l'étranger. Donc c'est un métier qui est passionnant, mais qui change énormément suivant l'endroit où on l'exerce. Ouais, et c'est ça qui peut ne pas forcément correspondre à l'idée qu'on s'en faisait. Et moi, ça s'était vraiment trop éloigné de
ma vision de la culture, en fait. Donc c'est ça, le fait de cet éloignement par rapport à ta vision de la culture qui te pousse à lancer ta propre marque ou, Alors il y a ça, il y a cet éloignement vraiment par rapport à ma vision de la culture, à mes envies en fait dans ce métier. Et il y a aussi vraiment le fait d'être fonctionnaire, chose que j'avais pas du tout intégrée pendant mes études en fait, de respecter des horaires, d'arriver à 9h, de devoir partir à 17h, de devoir justifier absolument tout ce qu'on fait, de devoir demander à l'équipe municipale dès qu'on veut lancer un projet. Je crois que tout ça, ça m'a assez fait... S'il y avait beaucoup trop de cadres en fait pour moi. Je crois que j'ai étouffé un peu. Et du coup, de cet étouffement, tu avais déjà cette envie et cette idée de création de marque. Pas du tout. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, la transition entre ton poste d'adjointe au conservateur au fait de créer ta propre marque. Quelle a été cette transition? Eh ben, elle est très juste cette question, mais c'est particulier pour moi parce que j'ai presque du mal à m'en souvenir. Là, pour le coup, ça met à plat complètement mon côté rationnel parce que là, j'ai senti ça, mais dans mon ventre, en fait. Je sentais qu'il fallait que je fasse. Et quand je suis partie, j'avais pas du tout l'idée de ma marque. J'avais pas le nom, j'avais aucun dessin en tête. Je savais même pas faire de bijoux, en fait. Donc, tu démissionnes? Je pose une disponibilité, ce qui fait que j'ai quand même une sécurité, entre guillemets, puisque la fonction publique te permet de poser une disponibilité pour un temps donné, de faire autre chose de ta vie et de pouvoir reprendre ton poste si vraiment ça ne va pas. Donc, je pense que c'était juste là pour me rassurer, mais je savais très bien qu'en donnant ma lettre, je n'allais jamais revenir. En tout cas, pas dans cette ville et pas dans l'endroit où j'exerçais ce métier. Qu'est-ce qui se passe dans ce laps de temps où donc, tu es en disponibilité, tu n'as jamais créé de bijoux? Comment tu te retrouves? Est-ce que tu décides d'expérimenter cette idée et d'aller te former? Qu'est-ce qui se passe dans cette transition de Alors, je disponibilité? savais que je voulais pas reprendre d'école. J'avais pas d'argent de côté pour ça. J'avais plus de temps à perdre non plus. La disponibilité, elle était de combien de temps? Bah là, c'était 1 an renouvelable. Ouais, donc en 1 an, faut pas traîner quand même. Voilà. Ouais. Mais je savais que c'était renouvelable aussi. J'étais pas trop inquiète là-dessus. Par contre, c'est vrai que financièrement, à partir du moment où on est en disponibilité, on ne touche plus rien. Donc, bien sûr. Il faut pas traîner non plus par rapport à ça. J'avais pas d'argent de côté pour l'école et comme je disais, ni de temps à perdre. J'avais passé déjà pas mal de temps dans les études, plus le concours, plus le poste. J'arrivais avant la trentaine, je me suis dit bon voilà, c'est pas au bout d'1 an d'école que tu vas te dire finalement c'est pas ça que je veux faire. Donc en fait j'ai beaucoup été sur internet, j'ai lu plein d'articles. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à lire plein d'articles sur les entrepreneurs, sur le déclic pour eux. Voilà, je savais ce que je voulais faire dans l'idée. J'avais une idée du public que je voulais toucher, du matériau que je voulais travailler. Tout en ayant l'idée de créer une marque. Voilà. Ok. Là, ça commençait à arriver. Mais il y avait plein de choses qui m'échappaient. Alors, je dis, bah oui, je veux faire du plaqué, mais comment on plaque un bijou? Comment on met de l'or sur un bijou? J'imagine que c'est pas comme dans les musées. On ne travaille pas le cadre à la feuille d'or. Voilà. Aucune connaissance dans le milieu, aucun réseau, rien du tout. Personne qui peut m'aiguiller sur le sujet. Donc Internet, la magie d'Internet et toutes les informations qu'on peut y trouver. Et je tombe sur l'article en fait d'une créatrice parisienne qui parle du doreur et qui dit voilà, quand on est créateur, un jour on arrive chez le doreur. Et je lis son article qui donnait quelques informations sans trop rentrer dans le détail. Et en fait, je lui ai envoyé un email. À cette blogueuse. Voilà. Ouais. Et je lui ai posé la question. Je lui ai posé 2-3 questions. Elle m'a répondu. Et je lui ai demandé si je pouvais l'appeler, si je pouvais la contacter. Donc, on a convenu un rendez-vous téléphonique. Et puis là, de fil en aiguille, je lui parle un peu de ma vie, de mon projet. Et je lui demande si elle ne connaît pas des personnes qui peuvent former aux bases de la bijouterie. Je crois que j'avais besoin de me confronter à la matière. Ouais. Et de sentir si vraiment c'était ça ou si j'étais à côté de la plaque. Et là, elle me dit que je vais réfléchir. Et puis elle m'a rappelé quelques jours plus tard en me disant
je peux vous proposer de venir dans mon atelier une semaine. Je vous propose tel tarif. On définit ensemble ce que vous voulez aborder. Et puis, voilà. Donc, j'ai passé une semaine à Paris avec elle. Donc, sans passer par une école privée? Non, du tout. Donc là, tu étais carrément avec une créatrice, avec une bijoutière. Voilà, c'est Okay. ça. Et j'étais... donc, c'était à Montreuil et c'était ces espèces de grands entrepôts où plusieurs artistes, en fait, se rejoignent pour partager les frais. Donc, il y avait plein de machines. Il y avait une effervescence incroyable. Et donc, j'ai passé une semaine avec elle et on avait fait quelque chose d'assez scolaire, travailler le perçage, le polissage. Je voulais voir quels étaient les matériaux qu'on utilisait, comment ça se faisait. Je me dis, souder, mais on soude comment, avec quoi, voilà. Et j'avais mon carnet, mon crayon, et voilà, et j'ai noté tout ce qu'il fallait. Donc c'est vrai qu'en sortant de là, je ne savais pas du tout faire de bijoux non plus. Mais j'avais les bases. Ouais. Je savais ce qu'il fallait acheter. Et c'est pour ça que je dis que je suis autodidacte, parce que j'ai eu juste ça. Et après, j'ai commencé à acheter du matériel, du plus simple, en plus compliqué, et de dessiner mes premiers modèles. Et c'est vrai que quand je regarde aujourd'hui, les premières choses que je faisais, c'était tellement plus simple, quoi. Tellement plus simple, mais sur plein de points. Mais voilà, je suis partie comme ça. Et donc, en un an, j'ai travaillé... Je me suis entraînée, en fait, à travailler le bijou, à dessiner les premiers modèles et monter la marque, et l'identité visuelle et toute la personnalité que je voulais donner à cette marque. Donc, au bout d'un an, tu as quasiment le nom, tu as été formée une semaine. Au bout d'un an, c'est pas quasiment, j'ai tout. J'ouvre. Donc, tu ouvres, j'ouvre tu as trouvé un local. dans 10 mètres carrés. Tu as ton local, voilà. ton atelier, et tu te lances dans l'aventure Ciliac à Saint-Malo. Voilà. Ok. Ta première collection, tu disais que quand tu la re-regardes, tu la trouves très simple, etc. En tout cas, avec beaucoup de simplicité. Comment tu définirais aujourd'hui tes bijoux ? Est-ce qu'on peut dire que tu as un style particulier ? Est-ce que chaque collection est liée à une saison, un état d'esprit ? Est-ce qu'il y a dans les grandes maisons, on te dit, il y a peut-être la collection un tel, il y a peut-être la collection telle inspiration, etc. Quel mot tu pourrais mettre aujourd'hui sur l'univers de tes bijoux ? Un mot ? Non, plusieurs. Tout ce qui te vient de parler à l'esprit. Je crois que je vais utiliser les mots que j'entends beaucoup de mes clients, en fait, encore aujourd'hui. Quand je discutais dehors, je voyais des personnes devant ma vitrine et qui utilisent toujours les mêmes mots qui reviennent. C'est fin, élégant, raffiné, original. Et voilà. Ce ne sont pas mes mots, mais c'est les mots qui reviennent tous les jours. Et toi, quand tu crées tes bijoux, que ce soit... je pense surtout à tes collections. Est-ce que tu arrives à mettre des mots sur une collection ? Est-ce que tu arrives à mettre un univers en particulier sur une collection ? Ou est-ce que... ou est-ce que c'est on va dire, c'est plutôt quelque chose de plus général ? Est-ce que... Il y a... dans toutes les collections, j'ai la même base. Comme Ciliac. Il y a toujours un peu d'antiquité, un peu de 20e aussi, les années 70. Ça revient toujours. Après, il y a des spécificités dans chaque collection qui vont être plus précises. Pas la dernière là, que je suis en train de sortir, mais l'avant-dernière, j'ai travaillé sur Byzance. Donc c'est toute l'esthétique impériale et religieuse en fait, de cette période. Qui est vraiment définie par le pourpre et l'or, en fait. Ça ressort beaucoup. Donc là, ça ressortait énormément. Sur la dernière, j'avais envie de travailler les végétaux, la fleur stylisée. Et c'était beaucoup mes inspirations, en fait. J'ai imprimé beaucoup de
pages avec des fleurs différentes que j'ai affichées sur le mur, que je voulais mixer avec la danse classique. Ouais. Parce que la danse classique, il y a la silhouette, il y a l'élégance, et dans tous les mouvements de la ballerine et dans son tutu, en fait, c'est des fleurs. Et donc c'est ça qui va ressortir beaucoup dans la dernière leçon. Il y a des spécificités, en fait, mais il y a toujours les mêmes inspirations de base. Tu parlais de collection, et on parlait de collection tout à l'heure. Comment ça se passe de lancer une nouvelle collection aujourd'hui ? Est-ce que c'est une collection, chaque nouvelle collection se lance à une saison particulière, pendant un mois particulier, ou est-ce que c'est vraiment selon ton humeur et ton état d'esprit ? Comment se passe un lancement de collection dans les bijoux ? Alors, il y a une différence entre penser la collection, qui là est vraiment suivant mon humeur, ouais. et lancer la collection au niveau commercial. Donc, lancer la collection, là, c'est mon côté rationnel, entrepreneur qui parle. Je la lance début décembre, toute fin novembre, début décembre, donc avant les fêtes. C'est un gros mois pour moi. Le mois de décembre, c'est mon plus gros mois de l'année. Bijoux est quelque chose de très offert. Donc je la lance à cette période-là, ça me fait tout l'hiver, et je lance une autre collection, normalement, excepté cette année, qui est un peu particulière, mais qui arrive début juin. Donc, donc juste avant la saison estivale. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc tu viens de nous dire, je pense déjà à la collection et ensuite je la lance. Quelles sont les étapes au lancement d'une nouvelle collection ? Tu parlais du doreur. Est-ce que tu peux nous remettre les choses un peu dans l'ordre ? Alors, tout est dans ma tête d'abord. Ouais. Je crois que tout m'inspire tout le temps au quotidien. C'est pas... oui, je centre ça sur l'histoire de l'art parce que c'est le gros et c'est ce qui se voit, mais quand je marche dans la rue, quand je regarde les gens, quand je leur parle, ça va être leur regard, des images, les odeurs, la mer, tout m'inspire tout le temps et ça m'habite vraiment. Et il y a des moments où je vais dessiner un bout de truc voilà, qui va en devenir quelque chose, un bijou ou pas. Et il y a un moment juste où je me dis, bon, là, ce serait bien, on approche telle période, que je me mette vraiment à la dessiner. Et là, il faut que je me mette dans ma bulle. Il faut que Donc, j'aille au plus profond de moi-même, de mes sentiments, de mes émotions. Et là, je commence à dessiner. Et c'est un mixte entre le dessin et déjà le travail de la matière. Je vais aussi prendre du laiton, je vais aussi prendre des plaques de laiton, je vais aussi découper, les reformer. Tu mets quand même en forme, c'est pas juste du dessin. C'est pas juste du dessin, non. Il y a aussi la mise en forme. Je vais faire des tout petits croquis et en travaillant la matière, en fait, je vais perfectionner ces croquis. En allant à Paris chez mes fournisseurs, en allant voir mon fournisseur de perles, je vais en fait peut-être complètement remodifier un croquis, me dire maintenant finalement en fait cette pierre m'a inspiré, donc je vais rechanger. D'accord. Donc il y a toute cette étape. Après, une fois qu'elle est plus ou moins dessinée et pensée, là je passe à la fabrication. Ok. Donc la fabrication. Donc tu fabriques. Donc c'est-à-dire que tu as tous les c'est pas les ingrédients, tu as tous les ustensiles pour faire chaque prototype. Voilà. Ok, dans la boutique. Ça. Donc je fais 2-3 pièces par modèle, qui sont vraiment les prototypes. Voilà, donc perçage, soudure, polissage, mise en forme, recuisson, soudure. Et une fois que ça c'est prêt, ça part à Paris. Et là, c'est un doreur qui reprend en fait mes pièces et qui plaque de l'or en fait par-dessus. Donc en fait, tu fais par exemple 15 modèles de telle bague, de tel collier, de tel bracelet, et c'est lui ensuite qui, en fonction de chaque bijou, va plaquer de l'or. C'est ça. Ok. Il ne fait rien d'autre que plaquer de l'or. Voilà. Ok. Et donc, du coup, une fois que le doreur a plaqué l'or, il te renvoie... Il me renvoie mes pièces. Il te renvoie tes pièces. Donc, soit c'est des pièces qui sont déjà complètement montées, complètement soudées, et en gros, j'ai plus qu'à les mettre en vitrine. Soit j'ai du travail à faire en plus derrière, donc du sertissage au niveau des pierres,
Ou alors, par exemple, les colliers, non. Alors, la soudure, non, parce que la soudure, c'est le feu, c'est la flamme. Ouais, donc en fait, avec... C'est noir. Ouais. Voilà, c'est carbonisé, c'est... donc, voilà, c'est avant la dorure. Ouais. Ok, donc tu récupères tes pièces et soit tu les retravailles effectivement, soit tu les mets en vitrine. Comment tu détermines tes prix aujourd'hui par rapport aux bijoux de luxe qui atteignent des prix en général très exorbitants? Comment tu... Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as mis un prix sur tes bijoux? Mais ça n'a pas été... En fait, ce qui a été dur, c'est de mettre un prix sur mes bijoux. C'est de donner une valeur à mon bijou. Ouais. Je me souviendrai toujours de la première cliente qui est rentrée dans ma boutique et qui a voulu m'acheter un bijou. Je l'ai regardé et au fond de moi, j'avais envie de lui dire « Vous êtes sûr que vous voulez acheter ce bijou? Parce que c'est moi qui l'ai fait quand même. » C'était... Voilà. Et puis après, on prend confiance. Mais c'est drôle. Après, ça, c'est le côté vraiment rationnel du métier. C'est que j'ai fait un tableau Excel. J'ai mis le coût de ma matière première, le coût de l'or... Ton temps, mon temps de travail, mes charges, voilà. Et finalement, à la fin, le tableau vous donne un prix, quoi, tout simplement. Donc, c'est pas trop un problème. Ça n'en est plus un, en tout cas. Ok. Aujourd'hui, ça n'en est plus un. Non. Moi, j'ai connu ta première boutique. Qu'est-ce qui fait que tu changes de boutique? Est-ce que la petite boutique était très très bien agencée, rien à voir avec celle actuelle qui a beaucoup plus d'espace, qui retrace beaucoup plus ton univers. Qu'est-ce qui te fait changer de boutique? Il y a plusieurs choses. Déjà, je me suis vite sentie à l'étroit parce que j'avais de plus en plus d'idées, de plus en plus envie de créer, donc manque d'espace tout simplement, de présentation. Perte de temps aussi, puisque j'avais pas mon atelier sur place. Je travaillais chez moi, donc même si je faisais de l'administratif, au bout d'un moment, voilà, quand on est présent en boutique et qu'il n'y a pas de clients à ce moment-là, parce que c'était pas du tout un endroit passant. Ouais. Voilà, on a une notion de perte de temps et j'avais vraiment envie d'avoir mon atelier sur place, au même endroit, pour éviter de me disperser en permanence. Aussi pour mon esprit, quoi, tout simplement, pour réussir à créer plus facilement. Et ça m'est tombé dessus. Comme quoi, autre signe. Ouais, ça devait être le... J'ai même pas eu le temps de chercher vraiment, en fait, que c'est arrivé à moi. Et voilà, et quand j'ai visité et que j'ai regardé, je n'avais apparemment pas un visage très enthousiaste au moment où j'ai visité. Mais à l'intérieur de moi, je savais que c'était ça, quoi. Je savais que c'était bon. Dans ma tête, en quelques minutes, la boutique... T'as réussi à te projeter. Complètement. Je me souviens de cette époque, ouais. En quelques minutes, tout ce qui est actuellement dans la boutique, l'agencement, c'était déjà ce que je ressentais quand j'ai visité. Tu mets combien de temps pour changer de boutique? Est-ce que la transition se fait en un mois? En combien de temps? Non, c'est vrai que c'est assez long parce que moi, j'ai fait une offre d'achat, mais j'avais pas du tout les moyens. Et c'était vraiment sous conditions suspensives de financement. Donc on fait une offre et après on présente son dossier aux banques et puis de toute façon je fais jamais rien comme il faut, donc la banque vous demande un dossier de présentation de votre marque, de votre projet. J'avais pas du tout envie de faire ça. Donc en fait j'y suis allée presque les mains dans les poches puisque j'ai juste emmené le prévisionnel du comptable et j'ai présenté mon projet avec mon cœur et j'ai fait 4 banques puisque j'avais peur d'avoir des refus et j'ai eu 4 oui. Donc après, il faut le temps de monter le dossier, de signer le compromis, et puis de signer la vente définitive. Donc ça met un petit peu de temps. J'ai fait mon offre en mars et j'ai signé fin juin. Après, il faut les travaux. Il y a eu pas mal de travaux. Je voulais que ça soit vraiment à mon image et j'étais assez exigeante sur ce que je voulais. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop compris pourquoi ça mettait autant de temps.
puisqu'elle était fermée. Je pense que les ouvriers s'en souviennent aussi. Mais voilà, je savais très bien ce que je voulais et ça demandait forcément un peu de temps. Aujourd'hui, tu dirais que ta boutique par rapport à l'ancienne, hormis le fait d'avoir changé de rue, d'avoir un local plus grand, qu'est-ce qui transparaît? Qu'est-ce qui transpire? Qu'est-ce qui est différent qu'est-ce que tu as apporté de différent dans cette boutique? Ça m'a révélé complètement, moi et ma marque. Finalement, c'est ma marque, c'est moi. Mais je me suis complètement épanouie, en fait, grâce à cette boutique. Et quand on y rentre, on rentre chez moi. Que ça soit... alors après, voilà, ça reste une bijouterie, donc il y a des éléments qui sont propres à la bijouterie. Mais que ça soit la décoration, l'odeur, la musique, c'est vraiment toi. C'est moi. Dans ta boutique, alors je crois que c'est au rez-de-chaussée, mais surtout au niveau de ton atelier à l'étage. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir regarder et de pouvoir voir tes tableaux d'inspiration. Tu en as déjà parlé tout à l'heure. Comment tu les... déjà, où puisses-tu ton inspiration? Alors, j'ai bien compris qu'il y avait 2 périodes essentielles. Est-ce que... et dans ta vie quotidienne, est-ce qu'il y a, premièrement, d'autres... des sources d'inspiration très claires? Et une fois que tu as tes sources d'inspiration, à quel moment tu crées ces tableaux de visualisation? Est-ce que tu les fais une fois par an, une fois tous les 6 mois? Est-ce que tu les réactualises? Comment tu les agences? Comment tu les organises par couleur? Tu vois, comment tu travailles cette visualisation? Il n'y a pas de règles, en fait. Il n'y a pas de code avec moi, jamais. Là, celui que tu as vu, je vais parler de celui-là. J'avais déjà une idée de ce que je voulais faire. Je voulais les fleurs, je voulais le végétal, je voulais la danse. J'avais déjà pas mal d'images en tête de mes livres déjà que j'ai au quotidien. Et on a un superbe outil maintenant sur Internet qui s'appelle Pinterest. Ah oui. Où là, j'ai tapé quelques noms d'artistes que je connaissais déjà. Je tombe sur une image que je like, que j'imprime, et Pinterest repropose en fait d'autres images qui correspondent à ce que tu as cherché. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, tu te retrouves avec plein d'images qui te plaisent. J'avais envie de tons clairs, en fait, frais, pastel pour l'été. Et j'ai imprimé tout ça, et après, je l'affiche au mur de manière un peu désordonnée, comme ça vient. Et ça m'aide après à perfectionner mes dessins, à savoir vraiment où je veux aller, quoi. Tu mélanges tu ne mélanges que des images de Pinterest, ou tu mélanges des images de Pinterest et avec un début de croquis que tu as fait, etc. Est-ce que tu mixes ou pas? Là, ce que tu as vu au mur, il y avait des mélanges de Pinterest et de livres. Ouais. Au moment où je fais les croquis, je les affiche aussi en même temps. Okay. Une fois qu'ils sont vraiment terminés, en fait, et que la collection est lancée, ou au moins que les prototypes sont lancés, je les enlève. Je les enlève parce que j'en ai besoin tout le temps. Je les emmène avec moi. Voilà. Mais oui, à ce moment-là, ils sont aussi affichés avec. Mais ça change. Mon mur, il change régulièrement. Tu parlais des mains tout à l'heure, et je reviendrai sur les mains parce que du coup, je ne sais pas si tu étais au courant, mais je me confie aussi avec, tu vois, auprès de ces auditeurs. En fait, je suis une passionnée de mains. Donc, on y reviendra juste après. Quelle place tu mets dans la création de tes bijoux? Quelle place accordes-tu aux 5 sens? Et j'ai presque envie de dire, en fait, à 3 sens très forts. Naturellement, j'ai envie de te dire l'ouïe. Parce que finalement, quand tu crées, tu les écoutes, tes bijoux. La vue. Bien sûr. Et le toucher. Goûter, bon, de mémoire, je ne pense pas que tu utilises forcément le goût. Mais bon, l'odorat non plus. On va dire que sur les 5 sens, quelle place tu accordes vraiment à ces 3 sens en particulier? Tu les as cités déjà, donc je ne vais pas les répéter, mais je crois que c'est
au-delà de vraiment te dire la place que j'accorde au sens, c'est... Tout ça, c'est inconscient, hein, bien entendu. Ouais, c'est vraiment le ressenti intérieur. Travailler la matière, c'est sensoriel. Il faut sentir la matière sous ses mains, il faut sentir la flamme, comme on sent la danse, comme quand on met de la musique et qu'on se met à danser, la musique rentre en nous, mais là c'est pareil. C'est l'image que j'aime quand je parle des bijoux parce que c'est la plus forte en fait, et c'est ça qui a été le déclic pour moi, c'est la flamme. C'est le jour où pour la première fois j'ai allumé un chalumeau, que j'ai vu l'argent devenir liquide, que j'ai vu la matière se transformer sous mes yeux. C'est là où je me suis dit, mais c'est ça. C'est ça. Et c'est le même plaisir à chaque fois, il faut sentir les choses. Ça me fait beaucoup penser à ces hommes et à ces femmes, tu sais, qui pendant des années exercent une activité de bureau, enfin au bureau, et se lancent soit dans la céramique, dans la poterie. Et je pourrais regarder des heures quelqu'un créer une... comment dire, tout ce qui est à base d'argile. Quand tu vois, c'est même plus le plaisir, mais en fait, les mains ne font plus qu'un avec le produit. Et j'ai toujours été fascinée par ça. Et c'est vrai que dans ta boutique, j'ai eu la chance, dès l'inauguration, de pouvoir observer ces deux images, ces deux belles photos autour de tes mains. Ne va pas croire que je fais une énorme ficelle sur tes mains. C'est juste que ça reste les mains en général. Et que les mains, pour moi, déjà, elles sont très liées. Tu parlais de danse classique, donc c'est forcément un univers qui me parle beaucoup, parce que moi, j'ai dansé pendant quasiment 17 ans. Et les mains, je me souviens des mains de mes profs de danse. Elles ont, de toute façon, tout leur corps a été forcément marqué par la danse classique. Je me souviens beaucoup des mains de mes grands-mères et de mes grands-parents. Ces mains ridées qui parlent le temps et qui parlent de leur expérience et de la vie, et j'adore ça. De ces ostréiculteurs et de tous ces artisans de la mer avec lesquels j'ai travaillé. Des vignerons avec lesquels j'ai travaillé. Et je suis fascinée par ces mains. On dit souvent que les yeux parlent beaucoup, mais je crois que les yeux parlent beaucoup, et je crois que les mains aussi. Et les mains disent qui on est. Complètement. Et c'est pour ça que je trouve que les deux photos que tu as mis vraiment à l'entrée de ta boutique, en fait, elles sont très fortes, parce que c'est pas juste de la création de bijoux. Moi, je vois ton univers, en tout cas, je perçois cet univers, en tout cas qui est le tien. Je le perçois vraiment comme quelque chose de très kinesthésique, surtout moi qui le suis et qui l'ai appris très tard. C'est vraiment une question de sensation, d'émotion, de toucher. Et du coup, je me souviens de certains de tes bijoux, parce qu'à un moment donné, je t'ai aussi vu allumer cette flamme et les travailler. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux photos? Dans quel contexte elles ont été prises? Et surtout, est-ce que c'est hyper simple de prendre... Parce qu'en fait, on se dit, bon, allez, deux photos de main, c'est quand même hyper easy, c'est presque plus facile que de poser sans sourire. Mais en fait, c'est juste hyper compliqué, parce qu'elle a dû saisir la flamme. Oui. Est-ce que tu peux nous parler ça reste quand même plus facile, moi qui ai quand même beaucoup de difficultés à être prise en photo, comme tu le sais. C'était quand même beaucoup plus facile de prendre ses mains. Et c'est vrai que je me souviendrai toujours de ce mini-shooting, puisque toi, tu t'en souviens aussi, en pleine route du Rhum, où je me dis comme souvent... pas croire que je me souviens de ce shooting parce que justement, il y avait du Rhum. Où je m'étais dit, il ne faut pas que je rentre trop tard ce soir, parce que demain, je dois être concentrée sur ma flamme, sur la photo, sur... Voilà, une chose en entraînant une autre, et soirée un peu marquante, improbable. Voilà, je suis finalement rentrée à 4 ou 5 heures
en ayant très peu dormi, en étant assez bouleversée par cette soirée. Et il fallait être à 8h30 avec la photographe pour comment vous voulez vos mains, faire marcher chalumeau qui ne voulait pas fonctionner. Enfin voilà, tous les aléas après d'un shooting. Mais ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai qu'après, ces photos, une fois imprimées dans ma boutique, marqueront cette soirée toujours. Est-ce que c'est toi... Est-ce que c'est la photographe dans ces cas-là qui te parle de tes mains ou est-ce que c'est toi, dans ton intuition et dans ton envie profonde, que tu as proposé justement de faire des photos de tes mains ou de mains tu vois, en fait, c'est une idée commune ça faisait plusieurs fois et on me le dit toujours de toute façon qu'on aimerait bien plus me voir. Me voir travailler, avoir des photos de moi à l'extérieur de la boutique ou dans une interview, dans un magazine, voilà, ce qui est assez compliqué pour moi. Et je suis quelqu'un de très discret, donc c'est... Voilà, voir mon visage quelque part, c'est compliqué. Et je vois pas l'intérêt. Je le conçois pour les autres, puisque c'est vrai que j'achète aussi beaucoup créateurs et j'ai envie de voir qui est derrière. Donc je le conçois complètement, mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est... Et ce qui marque le côté créateur, c'est les mains. Donc je trouve qu'il y avait beaucoup plus de sens de mettre mes mains en photo que moi-même. Sur 2 éléments différents du travail. Après, ma préférée, ça reste celle chalumeau parce que c'est la flamme et que pour moi, ça a un sens aussi particulier. D'ailleurs, j'ai pas fait exprès, mais ton micro est jaune. Tu vois, c'est tout est lié à la couleur. Donc, tu as cette boutique, cette nouvelle boutique Intra, et tu décides déjà avant d'avoir aussi une boutique en ligne. Est-ce que c'est un choix, on va dire... comment dire, qui est très lié aussi à la tendance d'aujourd'hui d'avoir ce côté très hybride, autant du commerce physique qu'être en ligne. Donc, à quel moment tu décides de te lancer en ligne et quelle est la part aujourd'hui de ton commerce en ligne par rapport à ton commerce en physique ? Alors, c'est pas vraiment un choix. Disons que c'était une évidence pour moi. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être présent sur Internet. C'est la logique. Je l'ai lancé en même temps que la boutique. J'ai tout fait en même temps. La première boutique. Ouais. Après, c'était un petit site. Mais je savais très bien que j'allais avoir la question. Dès que les gens allaient rentrer dans la boutique, est-ce que vous avez un site Internet ? Je l'ai lancé en même temps ou 2 mois plus tard. Mais ça a été très, très proche. C'est resté un petit site très longtemps parce que j'avais pas le temps de m'occuper de tout. De gérer les stocks aussi. Très honnêtement, c'est pas non plus ce que je préfère. J'ai besoin du contact avec les gens, j'ai besoin d'échanger. Ce qui est touchant dans un bijou, c'est de connaître l'histoire derrière. De savoir pourquoi l'artiste a eu envie de créer ce modèle, pourquoi il a eu le besoin même de le créer. J'ai beaucoup d'échanges en fait avec mes clients parce que je ne peux pas passer par un site internet. Et après, là, je l'ai développé un peu plus. Le confinement a fait que j'avais le temps de le développer et de proposer un peu plus de modèles en ligne. Aujourd'hui, je dirais que ce site, il sert essentiellement à des clients que j'ai déjà, qui m'ont déjà découvert. C'est ce que j'allais dire. Je ne me suis pas vraiment occupée de faire connaître le site à des nouveaux clients. Et ça leur permet, eux, de commander à l'année des nouveaux modèles s'ils ne reviennent pas sur Saint-Malo. Donc, ils voient des photos sur Instagram, ils disent « il n'est pas sur le site, mais je peux leur envoyer ». C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas une part importante du coup, ça représente de mon chiffre d'affaires. 20%, moins de 20%. Ça dépend des moments de l'année, c'est sûr. Mais oui, je pense que 20%, c'est assez juste. Max, 20% max. C'est aussi un axe qu'il faut que je développe, mais voilà, j'ai du mal à être sur tous les fronts en même temps. Que tu aurais envie de développer par la suite ? Oui, parce qu'il y a du potentiel là-dessus, c'est sûr. Et puis, je pense qu'il faut quand même aussi rappeler que Saint-Malo reste une ville quand même très touristique, que ce soit que les touristes viennent
à Pâques, en été, à Noël. Il y en a aussi beaucoup qui rentrent. Il y a quand même beaucoup de Parisiens aussi, mais ou de Rennais qui ne viennent pas à Saint-Malo tous les week-ends. Bon, quand tu es à Rennes, tu peux peut-être faire l'aller-retour pour acheter ton bijou, mais ceux qui ne sont que de passage, tu disais tout à l'heure effectivement que l'avantage avec ton site en ligne, c'est qu'ils te connaissent déjà. Et une fois qu'on connaît déjà un créateur, on commande beaucoup plus simplement. C'est ça. Mais après, je suppose qu'ils me connaissent parce que c'est vrai que cette semaine, j'ai eu 3 commandes là. Une à Paris, bon, classique. Une en Allemagne et une au Canada. Et à chaque fois, je me dis, mais d'où ça sort ? Elles sont forcément venues à la boutique. Voilà, donc je me suis dit, je pense que c'est des gens qui ont dû venir à la boutique. Voilà. Mais du coup, Canada, Allemagne, ils auraient presque mieux fait de venir les acheter en boutique parce que c'est un petit peu plus cher. L'univers du bijou demain, du bijou de demain, à tes yeux, c'est quoi ? L'univers du bijou pour moi Ouais, l'univers du bijou de demain, c'est-à-dire avec ces nouvelles consciences plus écologiques, plus environnementales, plus spirituelles, plus féminines, plus harmonieuses. Tu vois, on parle beaucoup de... les grandes marques ont souvent des pierres précieuses. Et puis quand tu creuses, tu sais que les pierres précieuses, elles ne sont pas forcément extraites dans des conditions très sympas. Ouais. Et très légal. Passons. Donc l'univers du bijou avec cette émergence de conscience. Le bijou demain, il est comment ? Et c'est quoi ? Ouais, c'est une question qui est compliquée parce que dans ton cœur, tu vois pas. Il y a le cœur, mais il y a aussi la pratique. Marché du luxe, de toute façon, reste un grand marché. On ne peut pas non plus dire. Je vais me renseigner d'où vient l'or. Voilà, en fait, il y a 2-3 doreurs à Paris maximum, sur toute la France. Tu veux plaquer tes bijoux, t'as pas vraiment le choix. Et moi, ce qui m'importe, c'est que tout soit fait en France. Je me fournis en France. Je travaille à Saint-Malo et je fais plaquer à Paris. Mais voilà, j'ai pas plus d'informations après sur... J'ai posé les questions d'horreur, évidemment. Ils me certifient que tout est dans de conditions, que les enfants ne travaillent pas sur l'or. J'ai pas de preuves après. Du coup, t'as pas envie, toi, de travailler des pierres précieuses par la suite ? J'ai pas envie de travailler les pierres précieuses parce que c'est aussi pas du tout une gamme de prix que j'ai envie de travailler. Ok. Voilà, après, au fur et à mesure de mes découvertes, là, par exemple, je suis partie en Équateur. Et j'ai découvert une plante là-bas. Oui. Qui s'appelle la tagua. Et qui est... c'est une graine, en fait, plutôt, la tagua, plutôt qu'une plante. C'est une graine, en fait, qui se trouve dans un palmier et qui ressemble, à s'y méprendre, à de l'ivoire. Et ce qu'on appelle, du coup, l'ivoire végétal. Et j'avais sur moi mon bracelet en ivoire que je porte très souvent et je le comparais et la ressemblance est incroyable. Donc ça, je trouvais ça très intéressant en fait. Donc j'ai ramené ce produit de matière animale là-bas, donc qui est donc naturellement de la couleur de l'ivoire. Et j'en ai aussi ramené des teintés, mais ils sont teintés avec des végétaux. Et ça, je vais pouvoir mixer ça avec de l'or dès que j'ai un peu de temps là, de faire une capsule au sein de la collection là-dessus. Donc ça, c'est voilà. Mais j'ai pas recherché ça. C'est vrai que c'est aussi des choses qui arrivent en fonction de la vie du quotidien. Il y a quand même une question que j'avais envie de te poser. Quand tu es dans ta boutique, tu parlais du mois de décembre qui est un gros mois pour toi puisque le mois de décembre est un mois où on offre des bijoux notamment pour les fêtes. Quelqu'un qui vient dans ta boutique, un homme ou une femme, et qui souhaite offrir un bijou pour quelqu'un d'autre. Oui. Je te pose la question parce que je fais tellement le parallèle dans ma tête quand on venait me chercher des bouteilles à la cave en me disant « Je voudrais acheter une bouteille pour un tel, dans telle circonstance et dans telles conditions. » Comment aujourd'hui tu affines tes conseils, comment tu orientes, comment tu conseilles un client, une cliente sur l'achat d'un bijou qui n'est pas
pour la personne qui est dans ta boutique? Très bonne question. Je pose beaucoup de questions physiques. Souvent, j'ai les photos. Souvent, les hommes me montrent les photos de leur compagne sur l'âge, sur ce qu'elle aime porter, même au niveau vestimentaire, sur ce qu'elle a l'habitude de porter au niveau bijoux, sur sa personnalité. Et en général, je me débrouille assez bien, il y a très peu de retours. Les seuls retours que j'ai, c'est en général quand je conseille un bijou et que l'homme me dit « Ouais, mais moi je préfère ça ». Je lui dis « D'accord, en fait, c'est pas du tout ce que vous m'avez dit. Elle aime les choses très discrètes. Là, vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus présent. Ah oui, moi je préfère. » Donc il achète en fonction de son goût à lui. De son goût à lui. Et puis elle revient en disant « Mais moi j'aime les choses très discrètes, très petites. » Oui, c'est ce que j'avais dit à votre monsieur. Voilà, c'est ça. C'est très souvent ça, et c'est vrai que c'est des bons moments. C'est des moments aussi où je rigole parfois parce que voilà, je leur pose des questions. De quelle couleur sont ses yeux? A-t-elle les oreilles percées? Bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas si sa femme a ses oreilles percées. Bon. Voilà, c'est un petit moment où je rigole. Intérieurement, je précise. Tu as le droit au moins de sourire. Est-ce que tu pourrais nous témoigner, nous raconter une de tes plus grandes fiertés en tant qu'entrepreneur? Bon, j'ai ma petite idée, mais tu vois, ça peut être un moment, ça peut être une décision, ça peut être un échange. Est-ce que tu as en tête et dans ton cœur une certaine fierté de quelque chose que tu as accompli, peu importe, une fierté en tant qu'entrepreneur aujourd'hui? Je crois pas que j'ai d'éléments ou de moments précis. Je sais pas à quoi tu pensais quand tu m'as dit j'ai ta petite idée. Premier jet comme ça, je crois pas que j'ai de moments précis. C'est une sensation générale, et ce mot fierté, je le ressens, oui, mais c'est très très récent. C'est très récent, c'est aussi en faisant le travail sur moi et en prenant du recul. Je revois ces moments où je me suis dit, mais voilà, si je lançais ma marque, et de me dire, bah voilà, aujourd'hui, ma marque, elle existe. Et dans les endroits où je peux aller, les soirées que je peux faire, où on ne me connaît pas forcément physiquement, mais quand je lance ma marque, je me dis, ah mais oui, Siliac, mais je connais très bien. Mais je passe toujours devant, j'adore votre vitrine, j'ai déjà acheté chez vous, j'en ai entendu parler, et je me suis dit, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, c'est quelque chose. Alors certes, à petite échelle, mais ça m'est complètement égal. C'est pas du tout mon objectif. Moi, mon objectif, c'est d'être heureuse au quotidien. Et de continuer à créer. De continuer à créer et de savoir pourquoi je me lève tous les matins. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'une de tes plus grandes fiertés d'entrepreneur, c'est ta marque? Bah oui, finalement. Ah ouais. Est-ce que dans ta carrière, que ce soit même en tant que fonctionnaire, que ce soit en tant que créatrice, est-ce que tu as rencontré une personne déterminante, un mentor? Est-ce qu'il y a comme ça une figure déterminante que tu as en tête et que tu aurais rencontrée? J'ai pas de... Ça peut être une personne inspirante. Toi, tu parlais de... Toutes les femmes entrepreneurs, en fait, ont été inspirantes pour moi. Il y a eu un moment où j'ai vraiment lu, écouté, justement, sur les podcasts, en fait, sur tous les parcours. Alors, les femmes plus que les hommes, oui. Peut-être parce que c'était plus facile de m'identifier. Peut-être parce qu'à Saint-Malo, j'ai pas trouvé ça. C'était plus compliqué. C'est vrai qu'à Saint-Malo, c'est beaucoup d'hommes entrepreneurs. Et que je crois pas que j'ai de figure vraiment, mais j'ai lu tout ça, j'ai fait un mixte de tout ce que j'ai écouté, tout ce que j'ai lu, et ça m'a donné la force, en fait, de me dire, mais voilà, peut-être, pourquoi pas moi? Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui,
dans ta vie, que ce soit ta vie de femme ou ta vie d'entrepreneur, est-ce que tu dirais que bien s'entourer est une priorité ? Oui. Bien s'entourer et s'entourer de personnes bienveillantes. Bon, c'est un mot qui est très utilisé en ce moment, mais bon, qui est juste. C'est un peu ma façon de voir l'entrepreneuriat. C'est bien s'entourer. Donc je suis assez dans ma coquille, donc je mets le temps. Et c'est pour ça que ma marque aussi met du temps à grandir, à se développer. Parce que trouver ces personnes qui vont... comment dire ? Qui vont par leur regard... Faire grandir. Par leurs gestes, par leurs mots, t'aider. C'est rare. Et c'est ça qui te fait grandir. Donc, toujours soigner son entourage. Oriane, du coup, quand tu ne crées pas de bijoux, tu fais quoi ? Je vais voir la mer. Je marche, je lis, je ne fais rien des fois, je danse. Je fais du vélo, je vois mes amis beaucoup. C'est très important pour moi. Et accessoirement, on aime quand même bien prendre des apéros. Voilà, alors ensuite... est-ce qu'il y a un film, un livre récent qui t'a marqué, que ce soit pendant le confinement, après, avant, peu importe. Est-ce qu'il y a une ressource, encore une fois, littéraire, digitale, qui t'a marqué, qui t'a inspiré et que tu souhaiterais transmettre et partager avec les auditeurs ? J'en ai un qui me vient comme ça, qui n'est pas très fluide, que tu connais, qui s'appelle « Femme qui court avec les loups ». Que j'ai depuis... qui n'est pas fluide. Une bonne année maintenant sur ma table de chevet. Parce que c'est un livre qui te met plein de petites claques. Et c'est impossible de... Enfin, je parle pour moi. Il m'est impossible de le lire d'un bloc. Non. C'est au fur et à mesure du travail sur moi, de mon affirmation. Mais voilà. Oui, c'est un livre qui est très perturbant. Il faut le digérer. Ouais, je suis d'accord. J'ai recommencé grâce à Claire, notamment, qui avait fait une petite story pendant le confinement. Voilà. J'ai décidé de m'y remettre. J'ai lu 5 chapitres. C'est ça. Et ça m'a fait tellement mal au bit. Je fais OK, on va digérer, je vais m'y remettre après. Ouais, très, très, très beau livre. Mais effectivement, je pense qu'il faut le prendre petit bout par petit bout. Est-ce que j'aime beaucoup cette citation de Gandhi qui nous est très, très chère sur le podcast d'Aventure Humaine. Je vais te la redire. C'est le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Oui. Est-ce que tu dirais que Cyrillac aujourd'hui est une marque alignée ? Oui. Et qu'est-ce que cette citation, à quoi elle te fait penser Elle me fait penser à tellement de moments, tellement de personnes. Moi, avant, et peut-être encore aujourd'hui, puisque je suis en chemin, mais cette différence entre ce que la personne ressent au fond d'elle et ce qu'elle montre, ce qu'elle accepte. Il y a parfois des mondes, et aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. J'ai plus du tout envie d'être... Désalignée, de me mettre dans un moule, dans ce qu'on attend de moi. Non, et je sais que j'ai cette image, en fait, sage, sur la forme,
Discrète. Mais pas du tout dans le fond, en fait. Mmh. Et je crois que c'est vraiment à l'image de mon parcours. Ces changements de vie, et parce que je ne suis pas forcément celle qu'on attend que je sois. Et j'ai plus du tout envie de mettre un mouchoir sur les choses. Et aujourd'hui, oui, c'est aligné. Et en fait, ça se voit et ça se verra pour ceux qui me connaissent dans l'évolution des collections, parce que les collections sont de plus en plus affirmées, parce que je sais de plus en plus qui je suis. Je crois que je le sais beaucoup, je le sais pas mal maintenant, mais on évolue toujours, on est en perpétuelle évolution et je plains un peu ceux qui disent moi je sais qui je suis, je bouge plus. Non, je crois pas. Non. Sur le podcast, je crois que c'était juste pendant le confinement, on a dû passer cette interview, j'ai un petit doute, pendant le confinement ou juste après. C'est celle de Sébastien Léon, qui est artiste à Los Angeles aujourd'hui, qui a un univers unique, qui a fait un MBA, qui a décidé du jour au lendemain de devenir artiste. Il est parti à New York, il a une histoire incroyable. Et je lui avais posé une question, je lui avais dit, est-ce que finalement dans les œuvres d'un artiste, on peut percevoir son évolution? Est-ce qu'on peut... Complètement. Et sa réponse, du coup, était la même que la tienne. Et il a été, très, très honnête en disant, elle est palpable à condition de passer du temps et de regarder les œuvres, en fait, presque de façon chronologique, mais de prendre ce temps et d'avoir cette prise de hauteur. Et effectivement, qu'on connaisse ou pas personnellement l'artiste, quand on voit telle période de ses différents courants artistiques et dans sa vie artistique, il disait on perçoit vraiment l'évolution que j'ai eue dans ma vie. Et je crois que c'était le premier artiste, on va dire, créateur qu'on recevait. Et c'était super intéressant. Donc du coup, c'est même au-delà de l'évolution, c'est qu'on perçoit l'âme de la personne à travers ce qu'elle produit de ses mains. De l'âme aux mains, voilà, c'est le chemin direct. Est-ce que tu aurais, on arrive bientôt à la fin de l'interview, est-ce que tu aurais le petit mot de la fin, est-ce que tu aurais un conseil à ces femmes, je sais que ça te parle beaucoup, l'univers des femmes, mais aussi à ces hommes, parce que moi, nous, toutes les deux, on aime aussi beaucoup l'harmonie, donc il n'y a pas de raison de ne s'adresser qu'à ces femmes. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à tous ces auditeurs et à ces auditrices sur le fait de se lancer, sur le fait... Je te lance volontairement une énorme perche, mais sur l'intuition. Bon, tu m'as pris ma réponse. Voilà, je te laisse le petit mot de la fin sur le sujet que tu veux, mais surtout un conseil éventuellement à donner aux auditeurs. C'est vraiment ça, c'est vraiment faire confiance à son intuition, parce que là, pour le coup, dans mon exemple, et dans ta ce que j'ai fait était, ne me ressemblait pas du tout à l'époque, parce que j'ai aussi beaucoup évolué depuis que j'ai lancé ma marque, mais c'était vraiment tout sauf rationnel, quoi. Et là, pour une fois, la raison, je l'avais vraiment mis de côté. Alors, il en faut un peu. Il ne faut pas être complètement déséquilibré. Voilà, il faut savoir un minimum où on va et ce que j'ai aussi, mais vraiment faire confiance à son intuition. Et savoir écouter les signes. Oui, savoir écouter les signes, se faire confiance. Et se faire confiance passe par un travail sur soi. Si on ne fait pas de travail sur soi, notre intuition peut être aussi complètement faussée. Et une fois qu'on a fait un travail sur soi, tout s'éclaire, en fait, tout devient limpide. On sait. Et du coup, ton projet te correspond beaucoup plus. Bien sûr. Moi, je me souviens l'erreur, ou on va dire les erreurs, parce que j'en ai fait quand même beaucoup quand j'ai lancé ma première boîte. Ça a été de lancer un projet, des projets, alors que je débutais à peine cet apprentissage sur moi-même. Et en fait, à chaque fois que j'apprenais de plus en plus à me connaître, je me disais, ouais,
En fait, il y a juste un énorme gros rechanger de projet entre ce que je suis en train de lancer et la femme que je suis. Et je te rejoins beaucoup sur cette idée d'intuition. Et je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se connaît bien trouvera le projet qui en découle par la suite. Et ne pas forcément faire l'erreur que j'ai faite et que beaucoup font encore aujourd'hui. Même ceux qui ont des boîtes et dont les boîtes fonctionnent. Il y a quand même un petit décalage. Quand vous ne vous connaissez pas du tout, en fait, votre projet il est juste bancal à un moment donné. Et ça se révèle. Du coup, merci. Merci à toi. Je voulais vraiment te remercier. N'hésitez pas. Alors si, avant de faire les petits remerciements, Oriane, où est-ce qu'on peut te suivre? Sur quel réseau? Comment sur Instagram. Ouais. C'est là où je suis le plus présente. Du coup, avec la marque Ciliac. Ciliac Saint-Malo. Ok, Ciliac Saint-Malo. Ouais. Sur Facebook aussi et sur mon site internet ciliac.fr. Ok. Je mettrai les liens de toute façon à la fin du podcast. Et à Saint-Malo, parce que ça vaut le coup de venir à Saint-Malo. Écoute, moi je voulais te remercier parce que vous ne le savez peut-être pas, mais finalement, en fait, Oriane est une de mes amies. Et je vous avoue que malgré le fait d'être amies, ça fait quand même 1 an, plusieurs mois que j'essayais vraiment de la faire passer sur les ondes. Et en fait, en plus de te remercier, je voulais juste te dire que je suis quand même super fière de toi parce que tu l'as accepté, ce challenge. Que je sais qu'il n'était pas évident parce que tu parlais de beaucoup de discrétion et que tu es une femme discrète. Donc, je pense qu'en plus de mes remerciements, je pense qu'on peut vraiment te féliciter parce que c'est chouette. T'es sortie grave de ta zone de confort. C'était le bon moment. Et c'était le bon moment. En plus, il fait beau. Bon, je vous avoue que j'ai vraiment choisi un jour ensoleillé pour l'interview. Donc, merci pour ce beau moment. Et puis, si vous avez des questions à poser à Oriane, n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux ou à nous laisser surtout un avis 5 étoiles et à commenter le podcast et l'épisode d'Oriane. Ça nous aide, nous, énormément en tant que podcasteurs. Oriane, on va couper les micros. On va peut-être trinquer un petit peu après. Merci à toi. Merci. Et puis, du coup, moi, je vous retrouve très, très bientôt pour un nouvel épisode et avec un nouvel aventurier ou aventurière de la vie. À bientôt. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode d'Aventure Humaine. Partage-le, note-le 5 étoiles et commente-le sur Apple Podcast. Ça nous permet de vraiment progresser dans les classements. Et comme disent nos amis québécois, chaque témoignage serait grandement apprécié. On te retrouve donc vendredi prochain pour découvrir le portrait et le parcours d'un nouvel aventurier de la vie. D'ici là, prends soin de toi.